Ça, en fait, c'est des feuilles d'indigo japonais. C'est une plante qui s'appelle du persicaire. On trouve aussi de l'indigo tropical, mais ça ne pousse pas ici, ça pousse que dans les régions tropicales. Et ici, en Europe, la source de bleu, la plante qui donne le bleu, c'est le pastel. Le pastel, ça ressemble plutôt à une grosse salade avec des grandes feuilles. Donc c'est dans ces feuilles-là qu'est contenu le pigment bleu. Il faut à peu près pas loin d'1 tonne de feuilles séchées pour faire 1 kilo de pigment en poudre. Donc moi j'utilise du pigment en poudre déjà et je pars pas de feuilles. Il en faut des grosses quantités. La difficulté, c'est d'extraire le pigment de cette plante. Et ensuite, une fois qu'on l'a extrait, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle une cuve d'indigo, c'est-à-dire qu'il y a un procédé chimique assez complexe d'oxydoréduction où on enlève l'oxygène du bain de teinture, puisque l'indigo ne peut teindre que dans un milieu sans oxygène. Donc quand on trempe le tissu dans le bain de teinture, il n'y a pas d'oxygène. L'indigo, à ce moment-là, n'est pas sous forme bleue, il est sous forme vert-jaune. Et puis, en sortant le tissu, avec l'oxygène, il devient bleu. On voit le bleu apparaître sur le tissu. Alors souvent, les gens pensent que l'indigo se fait à chaud parce qu'ils voient des petites bulles sur le dessus. Et en fait, pas du tout. L'indigo, c'est une teinture qui se fait à froid ou autour de 30-40 degrés. Et ce n'est pas des bulles d'ébullition, c'est des bulles de l'élimination de l'oxygène. Il y a des bactéries dans l'indigo qui participent elles aussi à éliminer l'oxygène. En fait, quand on travaille l'indigo, on a 2 options dans les cuves, c'est-à-dire que soit on travaille avec ces bactéries-là et on teint quand la cuve est prête à teindre, c'est pas nous qui décidons quand on peut teindre, soit on travaille avec un réactif chimique et à ce moment-là, on peut décider, aujourd'hui je peux teindre. La cuve d'indigo, c'est un milieu qui est extrêmement basique, donc on monte volontairement le pH pour obtenir un milieu propice, on va dire, au développement de ces bactéries. Et puis ensuite, les bactéries, il faut à un moment, il faut qu'elles se nourrissent de quelque chose, donc souvent de sucre ou de glucose. Donc ces cuves aussi avec les bactéries sont nourries dans certains pays avec des dattes, avec du miel, avec des fruits, des confitures, un peu tout un tas de trucs sucrés. C'est une culture vivante qu'on entretient, qu'on renouvelle, qu'on doit respecter, c'est-à-dire que vraiment il y a des temps de pause. Quand on atteint beaucoup, l'indigo est épuisé et il faut le laisser se reposer quelques temps et puis le renourrir et revenir teindre, etc. Donc c'est un processus, beaucoup d'observation, je dirais. Il faut vraiment observer finement l'aspect de la cuve, les couleurs qu'on sort. C'est pour ça qu'on a toujours aussi des couleurs un peu différentes, en fonction non seulement de la qualité du pigment, mais aussi de la qualité de la réduction chimique. Dans certains pays, les cuves d'indigo se transmettent aussi, je disais, c'est la 7e génération de teinturiers. Il y a des fortes chances pour que les indigos, eux, aient je ne sais pas combien, peut-être 150, 200 ans. Toutes ces techniques textiles viennent la plupart d'Inde au début. C'est vraiment les Indiens qui ont lancé toutes les techniques textiles. Et puis après, elles ont voyagé avec les textiles, avec les gens qui les achetaient, qui les vendaient ou qui les faisaient et qui ont bougé le long de la route de la soie, le long d'Inde jusqu'en Chine, puis au Japon, du Japon jusqu'en Afrique. Enfin, il y a une circulation, on va dire, et une circulation aussi des motifs. En mai 2015, je suis partie au Japon pour apprendre les techniques d'indigo et de shibori.
Shibori, c'est le terme japonais pour parler de teinture par résiste. Résiste, c'est en fait l'idée d'empêcher la teinture de rentrer à certains endroits spécifiques dans le tissu. Voilà, pour obtenir des motifs blancs sur fond bleu. Dans d'autres cultures, on trouve d'autres mots avec la même notion en fait, de presser le tissu, de le serrer. C'est serré entre, ça peut être des ficelles comme ça peut être cousu, ça peut être entre des planches de bois, selon les motifs qu'on veut faire. Et donc, on teint le tissu sous une forme contrainte. C'est-à-dire qu'il ne ressemble pas là, au tissu déployé. On le teint sous la forme d'un petit saucisson ou de quelque chose de très contraint, souvent réduit. Tout le tissu va dans le bain de teinture, mais dans le bain de teinture, tout le tissu n'a pas accès à la teinture en fait. Il y a des parties qui sont complètement protégées. Nous, on teint l'extérieur et après, on ouvre, on déplie et à l'intérieur, la teinture n'est pas rentrée et il reste le blanc aux endroits qu'on a volontairement protégés. En fait, c'est marrant parce que du coup, il y a tout un travail préparatoire très long qui est défait ensuite. Les Japonais peuvent mettre jusqu'à des mois de préparation avant de teindre un tissu. Il y a ce côté un peu Noël. Quand on ouvre, quand on déploie, à la fin de la teinture, on voit le motif et c'est quelque chose d'assez beau, souvent d'assez émouvant pour les gens qui le font.